Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi durant la semaine. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles qu'on a plaisir à vous présenter chaque mercredi. Nous aurons le plaisir dans un moment de recevoir Rahim Abdelaziz. Il nous fera un gros plan sur la région stépique, une région aussi aride du côté d'Al Bayed cette fois-ci pour marquer le point sur la biodiversité saharienne. Eh bien, nous aurons à découvrir un très beau reportage qu'a réalisé Rahim Abdelaziz pour nous faire découvrir justement ces différentes steppes et surtout ces zones, différentes zones arides dans le sud du pays. Nous aurons également Amir Debesh, il reviendra sur la triste disparition de Mohamed Al-Ammari, lui qui était donc connu par son jeu scénique à travers sa chanson, son interprétation musicale. Et oui, il nous a quittés trop tôt sans même pouvoir avoir profité de ces derniers moments avec nous à travers des émissions télévisées. En tout cas, on en parlera tout à l'heure avec Amir Debesh. Et puis, nous aurons les rubriques à commencer par Mina Habed dans sa rubrique Jeunes Talents. Aujourd'hui, elle nous fera découvrir une jeune artisane, une jeune artiste. Oui, elle fait des merveilles à travers son savoir-faire, de doigté, du crochet. Elle va nous faire découvrir en tout cas sa passion. Et puis, The Artist sera là pour nous parler un petit peu du maquillage pour enfants. C'est bientôt les vacances. Et bien sûr, les enfants vont se préparer, aller un petit peu s'amuser. Aujourd'hui, elle nous proposera du maquillage pour enfants à l'occasion des vacances. Voilà. Et puis, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Et bien entendu, on aura donc de la musique, des reportages pour ponctuer le tout. Voilà, on va commencer par la météo avec Amel Aribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makou. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, temps pluvieux. Ah, j'adore. Oui. Oh, j'adore. Frisqué aussi, les températures ont baissé elles ont aussi. chuté par rapport à hier. Ouais, tous les matins, on peut vous donner la température, on peut vous donner un petit peu le temps qu'il fait sur Alger. Ah oui, c'est vrai. Allez, on vous écoute pour le reste du pays, parce qu'on veut bien savoir les nouvelles du ciel avant de sortir de chez soi. Exactement. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Alors, n'oubliez pas vos parapluies pour aujourd'hui, sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Eh bien, on aura un ciel passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest. Ces nuages sont parfois assez denses qui peuvent donner quelques pluies éparses la matinée. Puis une petite amélioration se fera sentir sur l'ouest en cours d'après-midi. Par contre, sur le centre, le ciel restera nuageux avec des pluies parfois sous forme d'averses orageuses et parfois aussi accompagnées de grêles par endroits. Sur les régions de l'est, eh bien, on aura un ciel le plus souvent nuageux sur l'est du pays avec quelques pluies. Ces pluies vont s'accentuer en cours d'après-midi, prenant parfois un caractère d'averse orageuse et également de la grêle par endroits. Puis une amélioration se fera sentir, mais en fin de journée, sur les régions de l'Est durant la fin de journée. La moitié sud, excepté quelques passages nuageux sur le Nord Sahara et les oasis, partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Sur le sud-ouest, la Saoura, l'extrême sud, le Egart Tassili, également le Sahara central, avec 2 fréquents soulements de sable sur les oasis et le Sahara oriental. Les températures, l'après-midi, eh bien, elles vont chuter sensiblement, mais plus vers l'intérieur, avec un minimum de 9 degrés du côté de Djelfa, Al Bayed, 8 à Sétif, 15 Tizi Ouzou, 18 degrés à Alger, 17 Oran et à Naba, 19 à Tlemcen, 10 degrés vers Batna, 12 Djelfa, au sud, 19 degrés à Gardaya, 17 à Béchar, 23 à Tindouf, également à Drarin Salah, 22 Tamanrasset, Janet, Ilizi et le maximum toujours à Borj, Beti Mokhtar et Ingzam avec 30 degrés. On va faire un petit tour du côté de l'Europe. Le temps restera passagèrement nuageux. De belles éclaircies devraient percer sur une grande partie de l'Europe, plus exactement à Londres, Bordeaux, Marseille, Madrid, Rome, Berlin, Copenhague, Prague, Voilée, à Varsovie ainsi qu'à Budapest. Mais les pluies seront bel et bien présentes à Dublin, également à Lisbonne, mais un beau soleil régnera à Paris, Berne, également Athènes, Bucarest. Côté température, eh bien, on relèvera 7 degrés à Copenhague, 9 Dublin, Londres, Berlin, également Prague, 10 degrés à Paris, 14 à Bordeaux, 17 Marseille et Lisbonne, 13 à Budapest, 14 à Bucarest, 11 degrés à Varsovie et le maximum cette fois-ci à Athènes avec 18 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée.
La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà. Merci beaucoup, C'est moi Amel. qui merci. Donc, on a bien retenu la leçon. Les parapluies Les obligatoires. parapluies, exactement. Bien sûr, bien se vêtir, bien se couvrir. Faites Oui, attention. surtout pour aujourd'hui. Très bien. Ça va continuer durant la fin de semaine? On verra bien, parce que c'est instable, hein, c'est un temps instable. D'accord. Très bien. On vous écoutera, hein, de toute façon, durant Tout à l'heure, à la midi. journée, midi, On aura 19h. plus Bien sûr, d'informations. on aura le plaisir de vous retrouver encore demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Allez, Amel. bonne journée. Bonne On va vous journée laisser également. repartir avec une belle chanson. C'est le groupe Zahir qui chante. Vous avez bien apprécié cette chanson et surtout ces rythmes de bon matin. On va le retrouver comme chaque mercredi matin. Il est là pour nous faire visiter notre pays à travers, bien entendu, la science et surtout cette richesse faunistique et floristique que renferment nos paysages. Rahim, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très Nous bien. sommes en rouge tous les deux. Ça va? Nous sommes dans les couleurs qui, Presque. normalement, voilà, conviennent à ce studio. Studio blanc, et donc On nous l'a allons... agrémenté. On mine l'a de rien. agrémenté. Simplement et humblement. Tout à fait. Alors, on va cette fois-ci visiter la biodiversité saharienne. C'est une sera belle une- halte, en tout cas, à faire. Ça sera une halte qui va résumer en bloc tous ces écosystèmes existants au niveau de l'Bayat, C'est ça. qui n'est autre qu'une
qu'une parmi les grandes zones stépiques dont dispose l'Algérie. Voilà, on avait commencé déjà, vous aviez Oui. donc On a marqué entamé des haltes, ouais. voilà, plusieurs fois à nous faire connaître justement l'importance de certaines régions. Et dans cette région stépique, nous avons pu découvrir aussi l'alpha, ces nappes d'alpha qui existaient dans la région saharienne et l'importance bien sûr de les préserver. Nous avions aussi découvert des chotes aussi dans cette région très important qui nourrissent drôlement le cheptel ovin. Une belle Ovin intelligence, et et caprins, camelin. et camelins aussi. Une belle intelligence de ces jeunes agriculteurs aussi qui sont dans la région. Les éleveurs surtout. C'est ça. Il y a l'agriculture, mais elle est concentrée au niveau de la région de Brézina et qui a tendance à évoluer. Voilà. On peut même dire, à comparer avec la région de l'Oued ou Biskra, elle est en net balbutiement. Elle attend toujours le déclic pour être développée davantage. Tout à fait. Mais la zone stépique de l'Bayad, en majeure partie, est restée intacte et naturelle. Elle est vouée au pâturage, Voilà. au vin surtout, et camelin. Donc, il faut faire attention, hein, parce que le surpâturage, c'est Il très s'agit mauvais. bel et bien d'écosystèmes des plus vulnérables, vu les sécheresses répétées que cette région a enregistrées. Et mine de rien, les mises en défense par-ci et par-là ont abouti à des résultats des plus probants. Exactement. Et c'est une région très importante parce que ça pourrait être aussi cette région tampon qui va stopper l'avancée du désert. Oui, oui. Et avec bien sûr cette Effectivement. faune qui existe, qui devrait donc s'enraciner davantage pour pouvoir stopper l'avancée du désert. La faune, elle est en nette régression. C'est dû principalement à l'homme et surtout au braconnage. Oui. Intensif et extensif qu'a enregistré cette même région il y a déjà des décennies. On parle du mouflon à manchette Oui, on et en avait surtout déjà parlé. des gazelles qui, il y a plus d'une trentaine d'années, on pouvait même tomber sur des troupeaux entiers de gazelles. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Plus le cas, Surtout du côté de Brézina. C'est dommage, c'est triste. Parce Comment, que justement, c'est leur habitat naturel. Un habitat des plus Puisque naturels. à travers donc les gravures rupestres et donc dessins rupestres qu'on a l'habitude donc de découvrir avec vous également, on a pu voir toutes ces On est ces revenu sur espèces. la préhistoire, de cette même région, qui est des plus intenses et des plus grandioses. Surtout qu'en termes de gravure rupestre, Al-Bayyad, à travers la région de Chellal al-Adaoura, on a pu codifier la portée artistique des gravures rupestres, Oui. en dénommant ce type d'art j'ai oublié le nom, exact, concept. le concept donc de gravure qui aujourd'hui est à ciel ouvert, c'est un musée à ciel ouvert qui Et pourrait qu'il faut aussi, préserver. bien Il a entendu. subi des dégradations, Oui. mais mine de rien, l'éloignement des centres urbains et le type de nature, certaines gravures sont restées quand même intactes. intact. Heureusement, parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, des dégradations qui pourraient malheureusement gêner cette beauté naturelle qui existe. Il y a des personnes mal intentionnées qui vont écrire leur nom, qui en visite comme ça, écrivent leur nom juste à côté d'une gravure. C'est malheureux Ça de faire ça. clochardise C'est la terrible. gravure en soi et ça détruit sa valeur. Bah oui, ça détruit historique. complètement sa valeur historique. Alors on va voir ensemble ces images puisqu'on va vous suivre à travers donc ce reportage donc signé Rahim Abdelaziz, la biodiversité saharienne. On y va, on découvre et on se retrouve juste après. D'apparence dépourvue de végétation,
Chott Chergui renferme pourtant un riche couvert végétal constitué de salles solacées ainsi que de nombreuses plantes indifférentes à la salinité des eaux. En matière de flore, et pour stopper la désertification, on a planté des tamarix au niveau des communes voisines de Rogassa. Il s'agit notamment des communes de Chlig, Tousmoulin, ainsi que celle de Keflahmar. Au sud du Chott, de jeunes tamarix sont plantés à même des cordons dunaires. L'avancée des sables menace réellement les hauts plateaux. Au niveau de Oued Rgassa, une tamarixée bienvenante a permis de fixer les sols en stoppant l'avancée des sables. À même la Sebra, un marais d'eau douce renferme du 10. Dans cette zone humide classée existe ce forage, plus connu sous le nom de Retmet el-Methnan. Cette zone devra être protégée. Dans cette zone du Dra, 54 000 hectares sont mis en défense. Cette partie du Chott sert d'abreuvoir pour les éleveurs et leurs cheptels. Ce sondage existe depuis 1952. Il nous faut des subventions pour pouvoir préserver cette zone humide. Grâce au forage, ce marais reste un lieu incontournable du Chott pour de nombreux éleveurs des communes de Rgassa, Chlig ou Tousmoulin. Dans ce milieu désertique, cette intarissable source d'eau est surtout fréquentée par les cheptels ovins, caprins et camelins. Au sud-est de Kseil et Stiten s'étendent les monts de Touilet Makna. Malgré son exposition nord, cette chaîne montagneuse ne renferme qu'une éparse végétation. La zone de Touilet Makna, relevant de la commune de Boualem, s'étend sur près de 38 000 hectares. Les massifs sont presque dénudés. Ici domine le chêne vert, les genévriers rouges et oxycèdres. D'importants sujets de chêne vert et de genévrier peuplent ces massifs soumis à d'intenses packages. Il existe aussi des plantes médicinales comme l'alpha, l'armoise ou le péganum. Cette région comprend les communes de Boualem, Sidi Omar et Sidi Tifor. Sur le flanc nord des monts Mekna évoluent d'importantes nappes d'armoises champêtres. Les moyennes altitudes favorisent aussi la prolifération de l'alpha, du médigo ou celle du frédolia. Le Péganoum ou Harmel affectionne ravins et ravines. Des chaînes montagneuses de Kseil et Mekna, on découvre les hauts plateaux de la région d'Al-Bayad et ses zones stépiques. Les sols sont essentiellement dominés par les nappes d'alpha. La wilaya d'Al-Bayad était considérée durant les décennies 80 et 90 parmi les plus importantes wilayas productrices d'alpha pour l'industrie du papier. Ces toutes dernières décennies, les nappes d'alpha ont enregistré une dégradation. Leur terrain a rétréci. Cette situation a engendré la dépréciation de la valeur économique de l'alpha.
Les périodes de sécheresse ont dégradé l'Alfa. La zone de Hassi Qaddour, dans la commune de Stiten, au niveau d'El Bayad, est un exemple type en matière de préservation de l'Alfa à travers la wilaya. À Hassi Qaddour, l'Alfa est bienvenante. Les nappes d'Alfa ont vu leur surface rétrécir. La cause principale demeure l'activité de l'homme. Il s'agit des défrichements sauvages et le pâturage incontrôlé. Ces vastes étendues où pousse l'Alfa sont régulièrement livrées à d'intenses packages. D'importants cheptels camelins, ovins et caprins paissent au cœur même des nappes d'Alfa. Voilà, une pleine nature. On a fait un bon bol d'air, on a pris un bon bol d'air donc de la région stépique. La voix donc de Halim Yarish. Vous avez réalisé le reportage, vous avez pu goûter à toute cette nature d'ailleurs. Et nous décrire un petit peu cette région qui est une région très vaste d'abord. On voit l'étendue de cette... Des wilayas algériennes les plus étendues. Oui, énorme. Ça fait presque des pays, comme plus que des pays comme le Royaume de Belgique et la Hollande confondus. Si on devait peupler cette région, ça ferait pas plaisir à la nature. La densité de la population est des plus restreintes. On assiste à la présence du chef-lieu de Wilaya, Al-Bayad, qui dans la population est en nette progression par rapport aux décennies écoulées. Voilà. On a Boualam et Brézina. C'est les parmi et un peu moindres Chellala et Boussemroun. Qui constituent les centres urbains névralgiques, sans pour autant oublier le Bnoud au sud, parce que le Bayad s'étend jusqu'à la limite de Timimoun. Exactement. Elle est frontalière vaste. à travers C'est très vaste. Le Bnoud et l'Abessid Chir. D'accord. On vous avait dit que Rahim connaissait toutes les régions interstices par interstices dans la région algérienne, les régions algériennes. Alors vous avez cité tout à l'heure le style des gravures rupestres. En termes de gravures rupestres, je me suis souvenu de la station rupestre de Tezina, qui est du côté de Chillet la Daoura, un peu plus au fond des hautes plaines stépiques. C'est ça, c'est un style particulier de gravure qui ne ressemble pas à celle du Tassili Nadjer ou de Tamra, du Hogar, voilà. Et non plus à celui, on le découvre dans certaines stations à Rarjbilet, le style Tazina. Oui, on en a vu à Rarjbilet. C'est le même homme qui s'est déplacé, quand et comment. On ne sait pas. Est-ce que c'est le contraire Ou alors, il a lui aussi inscrit, il a aussi donné des instructions peut-être, il a formé sa manière. C'est dû logiquement au déplacement de l'homme. C'est ça, c'est ça. Qui, en se déplaçant, il a véhiculé son style artistique. Alors, revenons donc à cette région stépique et surtout cette faune qui est donc assez riche et flore, voilà, assez riche, flore assez riche, avec le pistachier de l'Atlas. Le genévrier rouge, le genévrier oxycèdre, ainsi que des feuilles telles que le chêne vert surtout, et le pistachier de l'Atlas. C'est ça. Le pistachier de l'Atlas ou le batma. Ça, c'est qu'on appelle la strate arborée, pour ce qui est des arbres. La strate arborée est constituée essentiellement de ce feuillet qui est le chêne vert et qui est en altitude. On le trouve généralement dans les massifs des monts d'Ersoir et plus particulièrement
au niveau de Jbel Stiten, qui culmine à 2004 mètres d'altitude. Tout à fait. Et On a pu le voir. Mekna, qu'on a pu voir, et ainsi que certains massifs relevant des monts d'Ersor. Voilà. Et puis ce qui marque cette étendue, c'est cette strate herbacée, justement. Alors, où on cette strate, découvre les nappes d'alpha. des nappes entières d'alpha à perte de vue qui s'étalent sur des centaines de kilomètres et qui sont vulnérabilisées par l'activité de l'homme. Voilà, pas rien que l'alpha, puisque grâce à vous, on a pu aussi apprendre que le harmel existait aussi dans cette région. Le téganon. Voilà, c'est des plantes médicinales hein, très utilisées et très appréciées par nos amis les abeilles. Oui, oui. Qui butinent sur ces herbes et qui en font un miel extraordinaire. Très bon pour le rhumatisme et les douleurs articulaires, par exemple. Pratiquement toutes les maladies. C'est une plante médicinale qui est encore utilisée par les nomades. Exactement. Et qui se soigne avec. Alors, il y a le harmel, il y a l'armoise aussi. L'armoise champêtre, qu'on a pu voir, champêtre, parce qu'il y a l'armoise des steppes, qui est nettement différente de celle des montagnes, d'Ersor. Et dans les... c'est une plante, en tout cas, qui a ses bienfaits. Et qui est reconnu donc dans la médecine. C'est un arbustier. Voilà, un arbustier. Voilà. Alors toutes ces espèces qui sont dans cette région ont leur intérêt, bien entendu, dans l'équilibre, bien sûr, de la chaîne trophique, hein, pour que ce soit pour l'animal, bien entendu, ces insectes aussi qui peuplent toute cette région. Sans les insectes, il n'y a pas d'animaux. Exactement. Il n'y a pas de flore. Exact. Et la dissémination de toutes ces variétés et ces espèces. Bien rodé. Bien huilé, bien rodé, bien agencé. Tous les éléments ont chacun, pour sa part, une prépondérance et un système qui agit en interactivité pour faire marcher tous ces écosystèmes, à la fois floristiques, faunistiques et avifonistiques. Exactement. Le seul regret, c'est justement le surpâturage et le package. L'activité de l'homme, à travers le surpâturage, auquel se conjugue bien sûr le braconnage en termes faunistiques. Oui, c'est dommage. Et avifonistiques, parce qu'il y a la chasse aussi de l'Hbara, la perdrix du Sahara, qui est une volatile des plus convoitées et qui est vulnérabilisée par la chasse intensive et extensive qui s'opère et pourtant, c'est une zone donc protégée, puisque c'est donc Rien n'est fait en termes de protection de tout cet environnement, mis à part la classification du Chott Chergui en tant que site Ramsar. Voilà. C'est une convention pour protéger les zones humides. Et donc là, quand il y a un site qui est classé Ramsar, en principe, il n'y a pas donc d'excès de chasse ou de surpâturage. Ça pourrait aussi... L'activité de l'homme être surveillée. Est interdite ou à défaut régulée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les riverains ne jouent pas le plus souvent le jeu. D'où Ils sont complices, même. C'est des braconniers, c'est des éleveurs qui détruisent Dame Nature dans les parages de la dite zone humide. Voilà, c'est dommage. D'où la sensibilisation, encore une fois, de ces mêmes riverains afin qu'ils puissent être acteurs, non pas passifs, pour la protection de cet environnement immédiat qui est le Chott Chergui, dans ce cas bien précis. On attend toujours. Très bien, on attend toujours. En tout cas, merci pour ces belles découvertes et bien entendu ce gros plan sur cette région d'Al-Bayed avec bien entendu ces différentes zones qui existent et bien sûr la région saharienne qui renferme de belles essences. Merci beaucoup. On compte aussi, juste un point. Oui, allez-y. On compte aussi revenir sur la région de Rebiat Sidchir et celle d'El Bnoud,
où il y a une curiosité écologique non encore découverte. Laquelle? Il s'agit bel et bien de l'éruption d'une zone humide à travers les crues il y a une dizaine d'années et qui a constitué une zone humide proprement dite qui a pour nom Suède. D'accord. Donc, pas la Suède. Oui, Suède. C'est une plante. D'accord. Très bien, on va la découvrir. On aura l'occasion de la faire découvrir aux téléspectateurs. Voilà. En tout cas, c'est de bon augure pour la région et de faire connaître, bien sûr, cette zone humide nouvellement créée depuis une dizaine d'années, puisque vous le citez. En plein cordon dunaire. C'est féerique. C'est extraordinaire. Et c'est devenu une halte pour les oiseaux migrateurs qui émigrent de l'Europe vers l'Afrique et le contraire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rahim. Donc, à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec d'autres belles découvertes de notre pays, avec différentes régions, bien sûr, que vous allez nous faire découvrir. À très bientôt. À très bientôt. Voilà. Eh bien, tout de suite, nous allons apprécier une belle chanson de Mohamed Al-Ammari, Allah yarhamou. Nous allons d'ailleurs en parler juste après avec Amir Nembèche. حبيبك العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال ينساني من قلبه ينساني من قلبه ما ظنيت يا اخوان بالحبيب يهجرني حب سكن الاجنان فراق وراح عذبني ما ظنيت يا اخوان بالحبيب يهجرني حب سكن الاجنان حب وراح عذبني ما قولي يمين قلبي حبيبي العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال ينساني من قلبه ينساني من قلبه علي غضبان مشى وخلاني يا نصراني بالاحزان هدي مدة ما جاني اشبه علي غضبان مشى وخلاني يا نصراني بالاحزان هدي مدة ما جاني ما ظنيت بالزمان قولي يمين قلبه حبيبي العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال ينساني من قلبه ينساني من قلبه العشران بالجفا كفاني ضروا بها العديان واليوم صار عداني من بعد العشران بالجفا كفاني ضروا بها العديان واليوم صار عداني ما
حبيبك العيال ينساني من قلبه حبيبك العيال العيال ينساني من قلبه ينساني من قلبه. Mohamed El Ammari, Allah yarhamou, c'était un chanteur donc à voix exceptionnelle, avec aussi une stature sur scène extraordinaire. Lui qui a inventé le mouvement sur scène. Il va nous en parler d'ailleurs sur place. Amir Nebache est là. Bonjour Amir. Bonjour Amir. Comment ça va? Un petit peu. Un petit peu. Triste nouvelle. Hein? Oui, un petit peu parce qu'on perd deux icônes en une seule semaine. On parle de, bien sûr, on allait parler de Mohamed El Ammari, oui. Hier soir, vous avez appris une nouvelle. Terrible nouvelle, celle de la disparition du réalisateur Cherif Agoun, qui est l'enfant de la télé, qui a tout le temps travaillé ici avec nous, à l'EMPA notamment, et puis une production cinématographique assez intéressante, assez remarquable. C'est quelqu'un qui a toujours transféré, c'est quelqu'un qui a toujours parlé avec les jeunes. D'ailleurs, il était sur un dernier film avec un jeune de Béjaïa, Omar Belkacem, je crois. Il travaillait sur une nouvelle aventure. Malheureusement, je ne crois pas qu'il va voir le jour de ce... Enfin, le film, j'espère, parce qu'il y a Abdallah Agoun qui est son frère, qui est aussi artiste, et malgré, bien sûr, ses engagements dans la médecine et la profession qu'il exerce au quotidien, mais il s'intéresse à l'art, et je pense qu'il va continuer ce parcours de Cherif Agoun. Donc, franchement... voilà, vous avez ramené sa photo, et puis on présente nos condoléances à sa famille, et surtout sa famille artistique également, hein, tous ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont approché, qui ont... écoutez, moi, quand je vois ces images, je n'y crois pas encore, parce que ça fait à peine, je crois, 10 jours, on se rencontre quotidiennement, et la dernière fois qu'on s'est vu, parce qu'il devait partir pour des obligations familiales et notamment administratives en France, et il ne voulait pas partir. Et à chaque fois qu'on lui disait il faut partir, il disait non Amir, j'ai le cœur serré quand je pars, et en plus voilà, je suis en Algérie, je suis aux côtés de mes concitoyens et compatriotes, et il est parti réellement avec ce pincement au cœur, et il est parti avec cette angoisse effectivement, et il a laissé un vide quand vous ne le voyez pas du côté du Sacré-Cœur, parce que c'est là-bas où on se retrouvait, où ça faisait quelque chose, alors qu'il n'était pas malade, donc, et il est mort. Voilà. Hier, il y a des amis à lui en France qui m'ont appelé, Hussein, le producteur, il me disait, on l'attendait pour prendre un café, il n'est pas venu, on croyait qu'il s'était endormi ou il était fatigué. Et voilà. Donc, la nouvelle est tombée. Oui, c'est terrible. Vous allez justement nous parler de son parcours dans un moment, mais on revient à Mohamed El Ammari, qui lui aussi a fait l'actualité cette semaine avec cette disparition subite. Il était malade, c'est vrai, mais ça faisait longtemps qu'il avait disparu des écrans aussi, de la télévision. On n'avait pas eu l'occasion de le retrouver, ni de l'inviter, il n'aimait pas trop non plus la télé. Il était resté sur sa carrière passée. Et quelle carrière! Je pense que c'est des personnes qui ont assez donné, je veux dire. Et pourtant, on l'a toujours considéré comme l'artiste et surtout la chanson de la jeunesse. Il est toujours tourné, il était précurseur dans son style musical. Oui, absolument. Moi, vraiment, quand j'ai lu sa biographie, ce qui m'a interpellé réellement, c'est cette possibilité, cette capacité de l'Ammari à changer de style rapidement. C'est pas facile. Quand on vient des radios crochets, qu'on organisait d'une manière amateur dans les cinémas d'Alger. Les music-halls. Un petit peu, c'était quand même, c'était des organisations assez non professionnelles, j'allais dire. Et il chantait un répertoire religieux, il chantait le répertoire de Toumi, de Abdrahman Aziz, et il était complètement sur un répertoire Mohamed Touri, il adorait cette chansonnette aussi. Religieux, et après il arrive quand même à s'améliorer en touchant à des styles
Complètement différent. Il part du religieux et après il chante même de l'orané. Il va toucher des chansons de Khaldi, de ceux qui ont fait la poésie du Cheikh al-Melhoun, etc. Il avait fait aussi la chanson patriotique avec les scouts musulmans. Il a commencé par ça, très jeune. C'est clair. Il a beaucoup souffert dans son enfance. Oui, mais après il devient le doyen de la chanson moderne avec des sonorités intéressantes. Il a travaillé avec des compositeurs aussi très très intéressants. Talentueux. Ben oui, je pense à Mahboubati, je pense à Hadja Djilali, je pense à Skandarani qu'il avait une fois invité dans une émission et lui il chantait, on voit ces images-là. Habib Hachlef aussi. Habib Hachlef, effectivement. Et puis ce qui est aussi impressionnant, c'est que je crois très jeune, il est pris sous les ailes ou sous l'aile de Mahiddin Bechtarzi qui va lui apprendre justement ce que vous venez de dire il y a juste quelques minutes, en disant oui, il est impressionnant sur scène, il a un jeu de scène assez intéressant parce que justement il a été coaché professionnellement par des professionnels comme Mahiddin Bechtarzi qui lui ont appris justement la respiration en chantant, qui lui ont appris la diction, qui lui ont appris comment se tenir sur scène, comment faire un jeu de scène, comment parler avec le public et ceux qui le regardent. Et puis il y avait bien évidemment un style un style d'habit quand on le voyait. Moi, on est dans les références un petit peu de Sami El Jazayri aussi, quand on les voit, c'est la même prestance, c'est la même classe, il s'habillait très très bien, la chevelure, la façon de marcher, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Beaucoup d'assurance sur scène. Un peu de Elvis Presley dedans, de la force, du tonus, de l'énergie. On disait de lui, c'était aussi une bête de scène. Il aurait pu faire du rock'n'roll, mais pourtant... Il a peut-être fait à sa manière. Quand moi, je connais des gens qui l'ont croisé dans les rues d'Alger, où ils vous le disaient, quand vous avez l'Amérique qui chante juste a cappella en plein Alger, il n'a pas du tout besoin de micro. Pas du tout besoin de micro pour vous dire que c'est un chanteur qui a du corps. Le timbre de voix exceptionnel. Le ténor de la Casbah. Exactement. Et il a beaucoup chanté. Il a eu plusieurs albums et 117 chansons quand même répertoriées. Et c'est l'artiste qui a fait le plus de galas en Algérie dès l'indépendance. Dès l'indépendance, il a fait le plus de galas. Parce qu'en fait, il avait tout compris, Lamari Mohamed, parce qu'il s'est inscrit en fait dans toutes les représentations du TNA. Il y avait un réseau à l'époque du TNA et TNA faisait des tournées à travers le pays avec des sketchs, des pièces théâtrales, etc. Il y avait là le compartiment ou la partie chant. Et lui, il était dedans à chaque fois. Donc, c'était des échappées comme ça à l'intérieur du pays, dans des bus avec des artistes à l'intérieur, des comédiens, des chanteurs, des musiciens. Il n'a pas touché à la comédie? Si. Oui. Si, je crois qu'il a participé à plusieurs sketchs, mais tout ce que je sais, c'est qu'il avait un amour fou pour le cinéma. Il voulait absolument être dans un long métrage. Il adorait le cinéma algérien. Ses références cinématographiques algériennes, c'est l'Askari, c'est Patrouille à l'Est, ces films-là, Fleur de Lotus, et puis Bataille d'Alger, Hassan Thérault. C'est quelqu'un de Bataille d'Alger, lui qui a aussi participé durant la guerre de libération nationale. Il a été membre du FLN aussi. Écoutez, sur cet aspect-là, ou cette page de l'histoire, il a été emprisonné il y a bien sûr, j'ai eu au téléphone M. Bendamesh, je pense qu'il a quand même étudié son parcours, la musique en Algérie. On a parlé de cet tragique épisode, de l'interruption de sa carrière de 1957 à 58. 57, bien sûr, on sait tous qu'à partir du mois de janvier, la bataille d'Alger avait commencé. Ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, ce n'était pas une bataille, c'était une armée qui réprimait en Algérie. 57-58, qu'est-ce qu'il y a eu à Alger? Il y a eu toutes ce qu'on a appelé les arrestations sommaires. Ils ont inventé ce qu'on a appelé les centres de tri. Pour ne pas les appeler centres de concentration, en référence à ce que faisait... Les centres de tri, il a fait partie justement, il a été dans un centre de tri. Il a été comme plein d'Algériens dans des centres de tri. Je crois qu'il était même dans le centre de tri de Ben Akno, si je ne me trompe pas. Il a été oublié là-bas.
Il a passé une année. Juste après, bien sûr, il est sorti. Il a dû faire, il a dû partir à Oran, je pense. Et à Oran, il s'est refait. Et bien évidemment, il est revenu Blida, et à l'indépendance, il est revenu sur scène. Alors, on va revoir ensemble justement un portrait qui lui a été consacré, un hommage donc avec nos collègues de l'information. Kenza Shriyed, d'ailleurs, vous avez participé à cette rédaction aussi donc de l'hommage. On va le voir ensemble. On se retrouve juste après. Mohamed Lamari, surnommé le ténor de la Casbah, le doyen de la chanson moderne algérienne, l'enfant d'Alger. Sur scène, il dégageait de l'énergie, du rythme et de la force. Cette force-là, il l'a puisée de sa passion et de son amour pour l'art. Fin des années 40, il s'est mis au travail afin d'aider son père. À l'âge de 7 ans seulement, il fera docker, apprenti pâtissier, puis apprenti bijoutier, avant qu'il n'adhère au scout musulman algérien. Par la suite, il participera au Radio Crochet, où il va interpréter le répertoire des célèbres chanteurs Mohamed Touri et Abdelrahman Aziz. À partir de 1956, le grand monsieur du théâtre algérien Mahieddine Bachtarzi va le prendre sous son aile et va lui apprendre la maîtrise de la voix, la respiration sur scène durant le chant et bien d'autres techniques qui le mèneront au succès. Il va être amené à côtoyer de grands noms de scène comme Grouabi, Nora ou encore Driassa. Son premier compositeur fut Hadjadj Djilali. En 1957, Mohamed Lamari a été emprisonné par l'armée française durant la bataille d'Alger. C'est après l'indépendance qu'il va s'épanouir et accélérer la cadence de sa production musicale. Le regretter chanter l'amour, la vie et les causes justes à travers cet hymne au Che Guevara Africa avec la diva Myriam Makeba. Une chanson sur la Palestine et le Vietnam en guerre. Le défunt était un artiste engagé, prolifique et un modèle pour les jeunes artistes d'aujourd'hui. Mohamed Lamari manquera à son Algérie et à ses admirateurs. Mais son œuvre retentira et traversera les années et les générations pour témoigner de sa contribution à la culture algérienne. Ce sourire, cette prestance et surtout ce bel hommage qu'il a rendu à la femme Jazairiya. On aimait toujours la reprendre et la passer pour les téléspectateurs qui étaient donc amoureux de cet artiste algérien. Oui, c'est une icône qui part. Hein. Je ne sais pas, parfois, je ne sais pas, nous ici on n'aime pas porter de jugement sur la production artistique, mais quand vous voyez ces images-là, c'est des extraits de l'émission Ras Douamaya que faisait la télévision algérienne avec Madame Leila. Et vous avez chaque semaine, je crois, un orchestre comme ça qui symphonique hein, pratiquement. Il y a une section déjà une section violon, section cuivre, tout ça. Et c'est pour vous dire que voilà l'importance de l'art à l'époque. Elle avait toute son importance, toute sa place pardon, dans la production télévisuelle, la préparation. C'était des émissions de variété. On arrivait même à faire des chansons rien que pour spécialement pour étaient très heureux pour de pouvoir, cette émission. Ils s'épanouissaient à travers bien sûr leur art et il fallait qu'ils travaillent continuellement pour produire de nouvelles chansons pour pouvoir aussi être invités dans des émissions. Alors on a pu le voir, il aimait aussi, il a épousé plusieurs causes, hein, la cause de la Palestine, le Vietnam, la guerre du Vietnam, Che Guevara, c'était lors du panafricain aussi. Oui, parce qu'il faut dire que il faut savoir qu'il a vécu un véritable artiste engagé.
Oui, mais c'est le cas pratiquement de tous les artistes de l'époque. Oui. Parce qu'il faut savoir que c'est la partie où c'est la période post-indépendance. Il fallait s'affirmer, il fallait que l'Algérie s'affirme au niveau international avec, bien sûr, cette partie culturelle très très importante. Et puis vous avez bien sûr Lamari qui chante Che Guevara. Che Guevara, il faut savoir qu'à l'époque, l'Algérie recevait tous les révolutionnaires du monde. Il fallait justement, c'était la Mecque des révolutionnaires. Donc, il fallait, je pense, il était inadmissible ou peut-être inévitable à l'époque de ne pas chanter ce genre d'hymne à la liberté, à la libération, à l'anticolonialisme, à tout, parce qu'il a fait déjà Africa avec Myriam Makeba. Il a même fait une chanson pour le Vietnam en guerre, pour la Palestine. Oui, véritable chanteur engagé, puisqu'il avait déjà commencé en prison. Hein. Il a été donc aussi très imprégné par la guerre de libération et ses frères donc, de prison. Il voulait aussi continuer son combat, même après l'indépendance. Oui, oui, c'est clair. Après, moi je pense aussi que derrière un artiste, il y a toujours une sorte d'aura. Voilà, d'aura. Et puis non, il y a toute une atmosphère qui faisait qu'en Algérie, on pouvait pratiquer de la musique rapidement, c'était très prolifique. Vous avez à l'époque Guelwabi, Driessa, qui est un immense chacun artiste, son registre. etc. Lui, ça produisait. Il y avait des paroliers comme Stafa Toumi, par exemple, qui écrivaient des textes purement algériens. Vous avez de l'arabe. On appelle ça l'arabe al-muhaddaba ou l'arabe dialectal muhaddab, c'est-à-dire ces paroles-là qui nous parlent, qui sont de l'algérien. Aujourd'hui, peut-être qu'on a perdu un peu ça. On avait des paroliers comme ça qui travaillaient sur notre identité. Aujourd'hui, par exemple, c'est la journée mondiale donc, de la langue arabe partout dans le monde. Ça a été l'occasion aussi à ces artistes de leur rendre hommage à travers donc, cette journée et tous ces artistes qui ont travaillé pour l'épanouissement aussi de la langue arabe. Partout. Oui, la langue arabe, c'est... dans le monde. Oui, moi ça me parle beaucoup parce que... Une des plus belles langues aussi au monde. Moi, je suis très attiré par tournures de phrases par très, la langue arabe. Et je suis quelqu'un qui lit beaucoup de la poésie arabe. Et je pense tout de suite à Mahmoud Darwish, à Nizar Qabbani, déjà pour la partie Orient. Et je pense aussi à Moufdi Zakaria ici. Je pense à Abdelhamid Ben Hatouga. Je pense à Moufdi Zakaria, je l'ai dit. Je pense à tous ces... Tous ces hommes de lettres qui ont tous ces écrivains algériens et poètes surtout qui ont fait des textes en arabe. Je ne savais pas que c'était aujourd'hui la langue. Et ben voilà. Grâce à Manel, on le sait. Voilà, notre caméra woman aujourd'hui. Je ne savais pas. Et voilà, j'aime beaucoup et j'ai fait à un moment donné des essais de poésie en arabe. Ceux qui les ont découverts se sont régalés. Non, ils vous m'ont juste encouragé. C'est pas non plus du Karim el-Iraqi non plus. Oui, mais en tout cas, c'est une passion qu'il faut encore une fois nourrir et développer. Alors, Lamari, lui, qui chantait aussi la chanson romantique, ce Don Juan aussi, qui aimait donc plaire aux femmes à travers aussi sa façon de se tenir sur scène, à travers aussi sa voix. Vous l'avez vu à travers aussi une chanson, L'Ahlal. C'est une belle chanson, vous m'avez dit. En fait, je ne connaissais pas cette chanson et je la découvre dans les archives de la télé. Et ce qui interpelle dans cette vidéo, c'est tout d'abord la scénographie de la télé. Ça s'est passé dans les studios de la télé où ils ont fait un croissant. Un croissant. Et lui qui était là comme... très à l'aise à faire une prestation assez artistique. Je veux dire, il est à l'aise, allongé sur sa lune avec des étoiles. Et puis la chanson, elle est juste fabuleuse. Il est dans un autre registre. Je ne sais pas, il m'a fait rappeler un peu ce que... Il était sur un temps, en tout cas, de Ahmed Ouahabi et de Blaoui. C'était assez tiré de l'Ouest algérien, avec même la façon dont il... D'interpréter. Et franchement, je vais l'écouter, cette chanson. Je vais essayer de... M'inspirer. Non, pas surtout, mais faire des recherches encore sur des vidéos...
qu'on pourrait partager pour transmettre l'art de Mohamed Lamari. Inch'Allah, très bien. Alors nous, on pourra donc maintenant parler de Lamari au passé, mais finalement son art restera indélébile et surtout intarissable à travers aussi les productions qu'il a laissées à la télévision algérienne et surtout ses nombreuses chansons enregistrées. Hein. Elles sont 117 chansons quand même. Beaucoup. On trouve ces albums sur le marché, ouais, toujours. Maintenant, vous n'avez qu'à taper sur YouTube, vous avez des centaines de chansons, de duos, même des interviews, voilà, des hommages qui lui ont été consacrés. Je pense notamment à cet hommage qui lui a été rendu déjà par le ministère de la Culture, je crois, dans le cadre de l'Alger capitale de la culture arabe. Voilà. Et lui était là, et on lui a offert un coffret, justement. Et ce coffret-là comportait ses disques. Et ce matin, pourquoi j'en parle? Parce qu'il est très important aujourd'hui de reclasser ou revoir, répertorier surtout, classer, hein, pas reclasser, je rectifie. Classer surtout, répertorier, inventorier et mettre tout ce qui est répertoire algérien dans des coffrets qu'on pourrait effectivement, comme dans tous les pays, vous partez dans des endroits chez les disquaires, vous cherchez Driessa, vous avez toute la discographie de Driessa ou de Lamari et pouvoir exporter ça. C'est ce qu'a fait Landa, justement. Oui, il a commencé à faire Landa à l'étranger, on emmène, c'est vrai qu'on prend avec nous des dates, c'est bien, on prend avec nous des je sais pas quoi, mais il est bien aussi de prendre avec nous nos coffrets de culturels, de notre patrimoine. Vous partez chez quelqu'un, vous lui offrez un disque, vous lui offrez un film. Ça n'existe pas aujourd'hui. On est peut-être écrasé par le piratage et les cracks, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et le vol de ces œuvres, mais c'est aux responsables aujourd'hui de tenir compte de ce qui a été enregistré, parce qu'on risque rapidement de perdre des enregistrements. Et ça serait vraiment dommage de perdre. Donc, on l'a vu avec des films, avec des chansons disparues, qu'on n'a pas retrouvées. De toute façon, aujourd'hui, la télévision fait un énorme travail de numérisation pour essayer donc de préserver toutes ces archives et ces trésors qui existent à la télévision algérienne. On va continuer à rendre hommage aussi à un autre monument de la télévision algérienne, réalisateur qui nous a quittés, triste aussi, nouvelle, celle d'hier soir, vous me l'avez dit en tout début d'émission, Cherif Agoun, réalisateur algérien. On va commencer à passer aussi un extrait. Oui, parce que moi j'avais la chance et l'honneur de le recevoir grâce à des connexions. À l'époque, je travaillais, je faisais Bonjour d'Algérie, rubrique cinéma, ici même avec nos collègues ici. J'ai connu Cherif. Yazid Ait Mahidine m'avait dit à l'époque, c'est Adoum Annas les Intarfam. Je dis comment je vais faire, il faut les approcher parce que ce sont eux qui ont participé à la fabrication de l'image ici à la télé. Je parle d'une génération incroyable, Cherif Agoun, Abdelkassim Hadjadj, plein de réalisateurs qui ont, comme vous l'avez dit, contribué. Qui ont contribué. Une fois, je le rencontre naïvement, Cherif, et je venais de démarrer une émission qui s'intitulait En haut de l'affiche. Oui, je crois. C'est un extrait qu'on va prendre justement, le premier. En haut de l'affiche, voilà, ça fait très longtemps et je l'avais reçu pour parler de sa biographie et tout. Et voilà, moi je n'étais rien à côté de lui, mais lui il était vraiment là pour m'aider à m'en sortir. Comme à chaque fois, les hommes formidables. On va voir donc cet extrait en haut de l'affiche, on se retrouve juste après. أترو مدمتن دسمسي وانكي ترزتيتا هو فني يكمتن نرسو في غزو البنا أخمي ويقليدي زمو في غاسز هايلا أخلاق وأصغرنا النوم وأصغرنا النوم أصدر ميت فيروسنا وأصغرنا النوم وأصغرنا النوم أصدر ميت فيروسنا وثي شيخ يقري حالة
وتصنع دار الساقي أتنو الكلام نيدح ومسكك أكيا القاع قرحت القاع تيدت كل حاجة وتحملها على قراح الجور القاعة المال كلش تولد الفنانين اللي يكسر الموضة الأخلاق زيك لن تدرت. Il est marrant. Voilà, un beau film aussi avec Nadia Kassi. C'est donc le titre. La fin des djinns. Et c'était pour Ciné Thématique cette fois-ci. Tu l'avais reçu. Oui, ce film-là, il est particulier dans l'histoire de tout le cinéma algérien. Pourquoi? Parce que c'est le premier film en langue amazigh. Ah oui. Et pour le faire, il fallait se battre. À l'époque, on était dans une Algérie un peu rigide. Et lui, courageux, il avait fait ce film. Ce qui est impressionnant, c'est que je rends hommage aujourd'hui aux responsables de la télévision de l'époque. Parce qu'ils l'ont passé, malgré la difficulté parfois des choses dans un pays politiquement. Mais ils l'ont passé pour dire que l'Algérie reconnaît son identité, que l'Algérie est un pays multidimensionnel, multiculturel, et Cherif a fait ce travail sur justement la colonisation parce qu'il nous parle d'un village qui a subi la colonisation, et la fin des djinns, c'est justement le début d'une liberté pour le peuple algérien et le départ du colonisateur des terres de l'Algérie. Il y a des comédiens magnifiques, il y a Nadia Kassi, il y a des... C'est un film à voir, il est disponible, il est disponible si je ne me trompe pas sur YouTube pour les jeunes. Faites la fin des djinns chez les Fagoun, vous allez le voir, c'est un court métrage. Je ne sais pas si on a un deuxième extrait. On y va avec, n'est-ce pas, en haut de l'affiche pour voir un petit peu un autre registre. Regardez, avec vous. Bonsoir, Chérif Agoun, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Très très bien. Merci. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour nous, hein, franchement. C'est un plaisir de retrouver cette maison où j'ai commencé ma carrière. Ouais. On est au studio 2. Hein. Ouais. Vous avez été là pendant un bon moment. Oui, j'étais là, j'ai commencé ma carrière comme assistant réalisateur, ce qu'on appelait à l'époque la RTA, voilà. Ouais. Et bon, c'était un plaisir donc de revenir ici. D'ailleurs, j'ai croisé plusieurs techniciens que je connaissais. Oui. Voilà. C'est-à-dire, on vous a ramené un petit peu dans vos souvenirs de jeunesse. Hein. Exactement. Ça s'est passé entre 1900, dans les années 80, c'est ça? 81. Je suis rentré de France exactement juste après l'élection de Mitterrand, qui était le 10 mai. Moi, je suis rentré le 11 mai. D'accord. Et c'est bizarre, j'aurais dû rester parce que... Pourquoi? Parce qu'il aurait pu me régulariser ma carte de séjour. Mais vous êtes bien parmi nous, là. Attendez. C'est pour rien. Non, c'est vrai. Je suis parti juste après l'élection de Mitterrand. Je suis rentré le 11. Je sais pas, comme ça. J'avais envie. Ouais. J'ai un cadeau pour vous. Avant de commencer l'émission, j'ai pensé à vous offrir une chanson. Ouais. On la découvre ou je vous dis c'est quoi ou... Vous voulez qu'on la découvre? On la découvre, tiens. J'aimerais bien savoir. C'est Elvis Presley. Oula, c'est mon idole. Ah oui, Jailhouse Rock, une très très belle chanson. Jailhouse Rock, ouais. Yeah. Et c'est pour vous, parce que je sais que vous êtes un amoureux du rock'n'roll. Ah, j'aurais voulu être rockstar. C'est clair, on va en parler tout à l'heure. On envoie la musique et on revient juste après. Voilà, on a du Elvis Presley ce matin dans Bonjour d'Algérie, grâce à Chérif Agoun qui lui a adoré plutôt le rock'n'roll. Oui. C'est cela. C'est dur de parler de Chérif Agoun au passé. Je vous vois très ému, n'est-ce pas, Amir? Oui. Eh bien oui, c'est ça. Aujourd'hui, nous avons cette triste nouvelle, la disparition de Chérif Agoun, un grand réalisateur algérien qui nous a quittés, malheureusement encore trop tôt, sans avoir donc continué à travailler et accomplir ce qu'il avait le plus précieux, donc la réalisation. Mais je pense de là où il est, je sais qu'il est content de ce qu'il a fait. La fin des djinns, il a fait le film L'Héroïne. Sur justement la décennie noire, il voulait le faire absolument, il l'a fait avec d'ailleurs Abdellah Agoun et Samia Mziane, et avec Khaled Ben Issa, et puis il a fait un film courageux documentaire qui s'intitule Le Rocher Noir, qui parle justement
de la transition après justement le cessez-le-feu et la proclamation bien sûr de l'indépendance de l'Algérie, il fallait, je crois, revenir sur le Rocher Noir, qui est une, voilà, c'est une partie très importante de l'histoire de l'Algérie. C'est cette commission de transition qui devait assurer justement Et vous avez eu en tout cas l'occasion et le plaisir de l'avoir connu, de l'avoir approché, d'avoir travaillé avec lui. Ça a été un de vos invités plusieurs reprises. Même quand il n'était pas mon invité, il regardait... Il donnait des conseils. Tout le temps. Même après que j'ai transféré de ciné thématique à Sur Scène, il me donnait des conseils sur la possibilité de créer des thématiques entre le cinéma et le théâtre et tout. Je sais pas. Il partageait avec la jeunesse, hein, il n'était pas avare donc, de conseils et surtout d'orientation vers la jeunesse. Amir, c'est triste de se quitter sur cette nouvelle, mais en tout cas, j'espère que... Je crois que, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Rapidement, si vous me permettez, en moins de 10 secondes, Boukhalifa Amazit avait écrit sur son Facebook, je vais pouvoir le faire, et oui, il est parti, mais moi, j'ai lu dans les grands livres des arts la légende qui rapporte que les artistes ne meurent pas. Ils ne font que sortir de la scène, leur royaume, pour rejoindre leur loge où ils préparent leur prochain spectacle. Exact. Je veux bien, j'y crois, parce que Chérif était mon ami, il va terriblement manquer au monde du cinéma et à l'Algérie. Voilà, Allah yarhamhum kamil. En tout cas, merci beaucoup pour cet hommage ce matin. Très émouvant, on le sent bien. Merci Amir, on vous souhaite une bonne journée. Et puis on présente encore une fois nos condoléances à sa famille et bien sûr aussi à la famille de l'Ammari dont on a parlé ce matin. Merci beaucoup. On va continuer, on va suivre tout de suite un reportage. Gros plan aussi sur cet artiste qu'a rencontré pour nous l'ami Abed Bouda, un artiste pas comme les autres qui fait donc une installation artistique avec des bougies. Il s'agit de Kamel Belhoussine. On se retrouve juste après. Kamel Belhoussine est avant tout pharmacien de profession, mais très jeune, il a développé un amour et un intérêt pour les arts en général. Un homme à l'œil curieux, comme il aime le dire. J'ai ouvert mes yeux. Mon père avait beaucoup de livres d'art, de disques de musique. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère. Et c'est comme ça, petit à petit, en lisant, découvrant. Et depuis mon jeunesse, j'avais l'œil un peu avisé, l'œil curieux. Jusqu'à présent, je suis très très curieux des choses, des gens, de beaucoup de choses. J'observe beaucoup. Peut-être maintenant ça s'est accentué encore davantage de par mon métier de pharmacien. Ici, à la galerie Mustapha Kateb, Kamel Belhoussine nous place au cœur du processus artistique. Ici, on est confronté à la théâtralité de l'œuvre. L'artiste nous présente ses bougies artistiques. D'abord, les bougies elles-mêmes, elles sont accompagnées de photographies réalisées par un jeune Djerri Abdul Jalil, plus des textes qui accompagnent chaque bougie, ce qui crée une véritable mosaïque. Ça cogitait depuis très très longtemps. Comme vous savez, l'être humain, il renferme beaucoup de choses renfermées. Mais à un moment dans notre vie, il faut un déclic, il faut une chose comme ça. Donc tout ressort à l'air libre. Moi je me dis c'est comme un volcan. Il emmagasine, à un moment, pof, il explose. Et ça, je pense, c'est mon explosion maintenant. C'est mon explosion. Donc depuis très longtemps, je faisais des bougies comme ça, j'en offrais. Bon, mais je me suis dit, à un moment, ça fait plus d'une année, je me suis dit, il faudrait que je mette ces bougies, il faut que je les fixe quelque part sur un support pour que les gens partagent cet art avec moi et le partagent avec moi. À mon temps, ça pourrait me stimuler à faire beaucoup d'autres choses et aller de l'avant, attendre leur critique, et ainsi de suite. Et à un moment, je faisais des bougies et un déclic comme ça, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est passé. C'est comme c'est une urgence. Il fallait que j'écrive. Donc, je voyais des bougies et j'écrivais. Je commençais à faire une bougie, en la façonnant. À un moment, il y a un fil conducteur. Hop, ça déclenche. Je rentre dans le sujet et je développe. Des bougies de différentes formes, moulées et retaillées, puis peintes et décorées. Il y a aussi des bougies chromatiques en arc-en-ciel avec des dégradés de couleurs, des tons chauds et joyeux ou pastels.
Ce sont plus que des bougies, ce sont de véritables sculptures. Quant au texte, ils émergent en travaillant la bougie et c'est là que les idées fusent. Dans ce passionnant voyage artistique, l'artiste nous livre son âme de poète. Des mots-clés accompagnent le texte comme ancrage, le labyrinthe de la vie, un jour viendra, mouvance joyeuse ou Tassili, paroi parlante. J'ai choisi des nuances dans le bleu exprès parce que quand on voit les hommes bleus, les Touaregs, ils sont habillés d'un bleu, bien sûr c'est ce qu'on appelle le bleu soudan, bien nacré pour éviter les rayons de soleil, tout ça. C'est de là que partait l'idée et moi j'ai atténué, j'ai mis des couleurs plus gaies pour encore égayer davantage cette image qui m'est restée gravée dans la mémoire. Et ancrage. L'ancrage, dans toute société, je me dis, il faut qu'on ait un ancrage, il faut qu'on ait une assise, il faut qu'on ait un socle, des racines. Je me dis, si on n'a pas de racines, si on ne tient pas à ça, je pense qu'on ne pourrait pas aller au-delà de ce qu'on pourrait faire. On prend par exemple les sociétés civilisées, par exemple la société nippone, japonaise, ils sont très très développés sur le plan technologique, numérique, et ainsi de suite, jusqu'à l'intelligence artificielle maintenant. Mais quand on voit leur temple, comment ils respectent leur religion, leur rite, ça c'est extraordinaire. Et je me dis, c'est la même chose pour tous les peuples du monde. Kamel Belhoussine est à la recherche d'un éditeur pour permettre à plus de monde de connaître son œuvre et sa démarche artistique. L'appel est lancé. Une bougie, une vie, une installation artistique contemporaine à découvrir. Un savoir-faire, en tout cas, vient de chez nous et on le salue. Cet artiste qui lui expose et ça fait partie aussi de ses performances artistiques. Et bien, on va en voir des performances artistiques tout de suite avec Dia artiste, et puis Mina Habed qui sont là comme chaque mercredi matin. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En forme pour votre rubrique Jeune Talent. Tout à fait. Très bien, on va en parler dans un moment. Et Dia artiste aussi, qui est tout en bleu et bien maquillée. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, ça va, je vous remercie vous-même. Très bien, beau maquillage, on le voit. Hein. Voilà. Faites-nous un beau profil, ouais. Très joli. Vous allez nous parler du maquillage pour enfants. Le face painting et l'image. Ouais, nous sommes à la veille des vacances. Dans un moment, on va en parler. On va commencer par Mina et elle va nous parler donc du savoir-faire d'une artiste qui a commencé à faire du crochet juste pour se détendre. C'est ce que vous me disiez, n'est-ce pas? Exactement. Moi, j'ai fait la même chose, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, ça a duré, mais c'est pas aussi beau. Ah, disons. Ça aurait pu. Pourquoi pas? Vous êtes dur avec vous-même, peut-être. Écoutez, après quelques années, j'ai essayé pendant quelques années, ça m'a déstressée, mais le résultat... Vous avez fait du crochet, Dia? Oui, ma grand-mère nous avait initiés, mais j'ai vite fait laisser tomber. Et vous avez choisi autre chose, Tout à fait. Le dessin plutôt. Voilà. C'est une forme artistique comme une autre. Tout à fait. C'est pour se détendre et surtout s'épanouir. Exactement. C'est ce qu'a fait cette jeune artiste. Exactement. Alors, elle s'appelle Turkia Hamoudi Abdedou, c'est... une jeune artiste. Elle a commencé à faire du crochet à l'âge de 29 ans. Ah, tard quand même. Tard quand même, oui, ouais. Exactement. Et quand elle a commencé, en fait, elle a commencé pour se déstresser. D'accord. Exactement comme moi. Mais on n'a pas suivi le même parcours. Et elle a commencé le crochet pour se déstresser et après, elle s'est découverte une passion. Petit à petit, elle s'est améliorée, elle a commencé à faire des écharpes, des petites peluches, et petit à petit, voilà le résultat. Je ne sais pas si on arrive à voir là. On va voir. Le petit doudou. Le petit doudou, très mignon comme ça. Ça fait presque marionnette. Exactement. Oui, ça rappelle notre enfance aussi. Ce sont des choses qui n'existent plus, exactement. Je pense, maintenant, avec tout ce qu'on trouve sur le marché. C'est tellement mignon. Oui. C'est mignon. C'est vrai qu'on ne trouve plus ce genre de doudou sur le marché. C'est fait à la main, c'est très très bien fait. On a des doudous, vous pouvez trouver des paniers aussi. Très jolis. Des petites, je sais pas, c'est quoi? Des petites corbeilles. Des corbeilles. On peut mettre des petites serviettes dedans, on peut mettre des petites choses, ça aussi. Et donc, des maquillages, des barrettes, des bijoux. Tout à fait, des bijoux, des petits produits. Un beau panier, très beau. Un petit sac à main. Voilà. Très tendance. Très tendance, et ce qui est bien, c'est que, comme on dit, shade roho.
Oui, c'est vrai. Voilà, ça s'affaisse pas fluide du tout, voilà, du tout. Et puis même le choix des couleurs aussi. Voilà, le choix des couleurs, très harmonieux. Même le motif, je sais pas comment. Le crochet. Voilà, même fleurs aussi. C'est très très bien fait. Et en fait, je lui ai demandé pourquoi avoir choisi le crochet et pas autre chose. C'est pas commun quand même de faire le crochet ou le tricot. En fait, aussi. on connaissait le crochet à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des napperons sur les coiffeurs, sur les tables. C'était ça. Voilà, et aujourd'hui, les filles ont modernisé un petit peu le crochet. Ça revient à la mode. Et quand je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi le crochet? J'ai bien aimé sa réponse. Elle m'a dit parce que j'ai vite accroché. Voilà, jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et quand elle a commencé, en fait, c'est sa famille qui l'a soutenue. D'accord. Pour pouvoir réaliser... et faire une petite entreprise. Et faire une petite page sur Facebook qui s'appelle T.crochet. Ouais. Et c'est sa famille qui l'a encouragée, en particulier sa maman, qui l'a énormément encouragée. Et c'est son grand frère qui l'a aidée avec cette petite page. Et en dehors du crochet, bien sûr, elle a un travail. Et je lui ai demandé comment elle arrivait à travailler et à faire du crochet en même temps. Mais elle m'a dit, heureusement, grâce à Marie compréhensive, elle arrive à trouver du temps quand elle rentre du travail. Elle arrive à passer 1 heure, 2 heures à faire du crochet, à faire des petites écharpes. Au lieu d'être sur son téléphone. C'est ce que j'allais dire. Voilà, exactement. Elle se met à passer des heures à défiler sur C'est une véritable thérapie. Oui, elle a sa petite s'éloigne des activités et ça déstresse. Voilà, manuel, ça peut être thérapeutique, déstressant, relaxant. Et puis, ce qui est bien, c'est que les finitions sont extraordinaires. Il y a ce petit label fait main, tout à fait. En bois. Ça, c'est des années de pratique. Oui, c'est beau, c'est le détail qui tue, moi, je trouve. Voilà, et c'est vraiment très très bien fait. Il n'y a rien qui dépasse. Si vous voyez l'écharpe que j'avais faite, c'était une catastrophe. Je vois, Mina, un bandeau, c'est ça également? Tout à fait. Pour les enfants ou Non, ça c'est pour adultes. Ah d'accord, parfait. Voilà, pour les enfants. Ça tient chaud l'hiver. Ça tient chaut. On a les oreilles bien couvertes. Et on a un petit peu parlé tout ce qui concerne le matériel, si c'est disponible ou pas. Elle m'a dit, c'est vraiment, elle passe tous ses samedis à chercher de la laine fine, justement. Et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Pour faire par exemple une écharpe, ça peut lui prendre 3 à 4 jours. Un panier, un peu plus. Un plaid, beaucoup plus. Bien sûr. C'est des heures de travail. Moi, je trouve que ces dernières années, il y a eu une réintroduction de la laine, parce qu'elle avait disparu à un moment donné. Et maintenant, ça y est, c'est le grand retour de la laine. On voit aussi d'autres corbeilles avec, bien sûr, des anses en cuir. C'est très joli. Il y a même des petits... Elle fait des paniers pour chats. Pour les animaux. Super. Ouais. Il est magnifique, le chat, en tout cas. C'est des petits paniers. Il est bien confortable. Il est installé. Il est très très bien installé. Donc elle a des petites boîtes, des petites corbeilles et des écharpes. Les tortues, ça c'est mignon. Oui. Ouais. Ça c'est un petit clin d'œil à son amie d'enfance. D'accord. Des petites tortues. Ouais. Parce que généralement on voit des petits chiens, des petits chats, mais pas des tortues. Donc là je trouve que c'est vraiment pas mal et c'est super bien fait. Ouais. Là ça c'est une petite écharpe. Ah d'accord. Une petite écharpe, très belle couleur. Oui, même les tonalités choisies. Voilà, elle arrive à bien marier les couleurs. Il faut trouver la laine, c'est vrai. Comme vous c'est pas évident. Vous savez qu'il y a toutes sortes de crochets aussi, j'en ai pu en croiser. Oui. C'est extraordinaire les différentes dimensions de crochets qu'il y a. Exactement. Alors qu'avant, il n'y en avait qu'un seul. Il n'y avait qu'un seul, c'était pratiquement toujours les mêmes couleurs. Ouais. C'était des couleurs pastel. Ouais. C'est tout, c'était du blanc, du beige, peut-être des fois du noir. C'est ça. Mais là, heureusement, on a un petit choix de couleurs. Une belle couleur du violet, du gris, du marron. Voilà, mais je vous invite à voir sa page, elle a des merveilles. En tout cas, bravo pour ce coup de cœur. Vous l'avez rencontré comment? Eh bien, je faisais partie de ses premiers abonnés sur Facebook. De temps en temps, je regardais, je trouvais ça magnifique. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas partager... J'ai un talent. Voilà, pourquoi ne pas partager cette passion justement avec les téléspectateurs et leur montrer que le crochet, c'est pas aussi gnangnan que ça. Ça revient à la mode, c'est beau, il y a de très très belles écharpes et ça change
ça change un petit peu. Ça change, exactement. En tout cas, elle nous regarde ce matin. Elle nous regarde. Eh bien, on l'embrasse, on lui dit bravo, hein, madame. C'est magnifique. Elle s'appelle Turkiya Hamoudi, tout à fait. Ouais. Et elle a fait des expositions aussi, 4-5 expositions. Et j'espère qu'il y en aura encore. Pourquoi pas. Et donner envie à d'autres jeunes filles. Moi, ça m'a donné envie de travailler le crochet. Ouais, moi, ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Mais pourquoi pas. Est-ce qu'elle donne des ateliers? Je vais lui poser la question. Ça serait bien aussi d'initier aussi les enfants ou les autres personnes. Voilà, non, parce que ça déstresse. Énormément. Ça déstresse, je peux vous le garantir. Et Dieu sait ce qu'on peut faire avec du crochet, hein. C'est extraordinaire. Hein. Voilà. C'est beau, bravo. En tout cas, merci Mina. Merci à vous. On aura l'occasion de vous retrouver bien sûr dès mercredi prochain pour un autre rendez-vous avec la rubrique. Exactement. Mais bien sûr aussi avec la météo. Tout à fait. Eh bien, on va se tourner vers Dia. Elle va peut-être nous maquiller, nous faire des petits dessins pour les vacances, bien que nous, on n'est pas en vacances. Ça sera donc les enfants qui vont être en vacances. Bien sûr. Donc bien ça va être très vite, très bientôt. Oui, dans quelques jours. Voilà. Donc c'est l'occasion aussi de passer du temps avec les enfants, avoir des activités maman, enfant ou en famille. Le grimage, on va parler du grimage, du face painting, qui est une activité qui est adorée par les enfants. Voilà, donc ils aiment bien se grimer un peu leur petit minois, donc durant les kermesses, les fêtes. C'est devenu tendance quand il y a des anniversaires. Voilà, exactement. Il y a toujours un jeune artiste qui vient les maquiller et ça fait le plaisir des enfants. Et puis, c'est les vacances, on peut aussi organiser un goûter d'anniversaire et penser aussi à cette activité. Les mamans aussi peuvent s'improviser en tant que make-up artist et faire du maquillage aux enfants. Donc, aujourd'hui, on va parler, je vais aborder donc les produits, comment choisir donc les maquillages pour les enfants, parce qu'il faut savoir que la peau de l'enfant n'est pas la même que celle de l'adulte, le pH n'est pas le même. Donc, on va aborder ça. On va également parler donc on va avoir différents modèles de maquillage. Et on va parler aussi du maquillage sensoriel, c'est-à-dire pour aider l'enfant à développer aussi les sens, tous les sens, voilà, que ce soit l'odorat, l'ouïe, etc. Très bien. Voilà. On vous écoute. Non, sans plus tarder, donc je disais, donc pour le choix, il faut faire attention, parce que sur le marché, on trouve quand même plusieurs types de produits. Je disais que la peau de l'enfant n'était pas la même que celle de l'adulte, donc il va falloir donc choisir des produits, voilà, éviter qu'il y ait des risques de... Voilà, ça c'est des enfants qui se barbouillent. Qui n'a pas eu des neveux ou des petits cousins hein, qui mettaient un petit... Voilà, et les murs et dessiner aussi partout. Sur les murs. Donc pour éviter tout risque d'allergie, il faut utiliser donc des substances ou des produits à composition sûre. Donc pour cela, il faut apprendre à choisir et à repérer donc les bons ingrédients. Il faut que ce soit des produits avec une mention hypoallergénique. Voilà. Il faut juste que je mentionne une chose. Hypoallergénique signifie juste que la formulation, elle a été développée pour minimiser au fait les allergies. Voilà, la réglementation, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là uniquement, mais c'est aux parents de faire attention qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de parabènes, qu'il n'y ait pas de métaux lourds et autres. Voilà, et qui ne soit pas toxique, parce que bien sûr le maquillage il finit toujours dans la bouche des enfants, la main, etc. Voilà. Alors il y a vraiment un éventail de peintures pour le visage. Tout à fait, on a des pinceaux, il y a des petites éponges. Également, on a sur le plateau, donc j'ai apporté une palette, on a des... Alors il y a deux sortes de maquillage. On a des maquillages gras, comme ce que nous avons ici, une palette, c'est une utilisée crème. Par les clowns aussi. Tout à fait, par les clowns. On peut aussi l'utiliser dans le maquillage artistique, théâtre, etc. Comme ce qu'on a fait ici également sur le profil, voilà, avec l'aide de notre collègue, alors Madame Atika Hasbelawi, que je remercie. Notre maquilleuse Atika. Voilà. Donc voilà, on a plusieurs nuances, plusieurs couleurs. On peut voir aussi la texture. Voilà. Des pailletés aussi. Oui, des pailletés, vous voyez. Alors, ce qui est assez intéressant avec le fard gras, c'est qu'il couvre très bien. On a une bonne couvrance. Il s'étale aussi beaucoup mieux, au fait. Il est adapté aux enfants un peu plus âgés. Magnifique, voilà, ces dessins. Ils vont adorer, les enfants. Les différents types de maquillage. On peut avoir des animaux, des arabesques, ils vont tous venir des vous fleurs. dire, les petites filles vont venir vous dire fais-moi un papillon, un papillon, des fleurs, c'est toujours J'ai déjà eu à animer des ateliers, exactement, et puis on a eu des demandes de Spider-Man, voilà, de citrouilles, de papillons, d'ours, de petits ours également. Il y aura des enfants qui ne voudront pas se laver le visage.
Ah oui, mais il faut se laver. Heureusement, voilà. Alors, le maquillage pour enfants ne doit pas être une habitude. Hein. Comme on a dit, c'est une peau qui est très fragile. Donc, on n'utilise ça que durant les occasions. D'accord? Occasionnelles. Voilà. Donc, l'inconvénient pour revenir sur le fard gras, c'est que bien sûr, quand on reste plusieurs heures avec et que les enfants transpirent, ça a tendance un petit peu à dégouliner. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les fards à eau. Voilà. C'est un produit qu'on va mélanger avec quelques gouttes d'eau au fait et on va pouvoir venir l'étaler. Très bien. Voilà. Donc il est recommandé aux enfants beaucoup plus jeunes que les ados, etc. Il se dilue avec l'eau, mais il est moins couvrant, ceci étant. Donc une fois qu'on applique donc le maquillage, etc., on peut utiliser plusieurs accessoires. On a des pinceaux qu'on utilise, bien sûr. On a des éponges également. Et aussi, on peut aussi accessoiriser ça avec des petites paillettes pour donner un peu, voilà, ce côté un peu princesse et festif. Oh. Pour le démaquillage, j'aurais bien aimé avoir une petite fleur pour Mina, mais on n'aura pas le temps, dommage. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Le démaquillage est très important, ceci étant. Donc, la meilleure arme pour se démaquiller, c'est la lingette de bébé, parce qu'au fait, la texture de la lotion, elle est adaptée au fait au pH. Après, si le maquillage y persiste toujours, on va utiliser le démaquillant de maman pour enlever les résidus et laver, au fait, finir par laver le visage avec un savon pour bébé qui ne pique pas les yeux, parce que les yeux sont très sensibles. C'est sûr. Voilà. Très bien. Donc, je parlais également du maquillage sensoriel. C'est une activité qu'on peut développer chez soi avec ses neveux, ses cousines ou un groupe d'amis. C'est une activité qui est assez formidable. Pourquoi? Parce qu'elle va plonger au fait l'enfant dans la découverte au fait de ses sens. Et cette activité, elle est destinée aux enfants à partir de 18 mois. Tout jeune. Très jeune. Tout jeune, oui, bien sûr, il faut choisir les produits adaptés pour cela. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est au fait l'idée, c'est de permettre à l'enfant de découvrir au fait les différentes textures, de découvrir les couleurs et également de découvrir les parties du visage. Voilà. Donc l'activité, elle va se dérouler de cette façon. Alors je vais décrire les ateliers que j'ai dû effectuer. Donc je commence par effectuer le premier maquillage sur visage sur l'enfant. Voilà. Par la suite, l'enfant lui-même va pas reproduire, mais il va s'équiper de pinceaux, il va utiliser, voilà, à lui-même de choisir la couleur, la nuance. Le résultat importe peu et le modèle importe peu. Le plus important, c'est cette découverte, ce toucher. Voilà, et la découverte de la couleur et de la texture et de se maquiller lui-même ou de maquiller également son camarade, voilà, tout en mentionnant au fait la partie du visage. Et cet atelier-là qui est intéressant, il faut aussi se munir d'un miroir afin de permettre au fait de l'enfant de se voir, exactement. Ça va être le témoin de sa transformation, parce que vous savez que à cet âge-là, les enfants, ils ont un petit peu du mal à prendre conscience avec le reflet. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est une activité qu'on peut vraiment effectuer. Et puis, ils ont peur. Quelquefois, ils ont peur de leur reflet. De ce reflet et même du dessin que vous allez leur faire. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'au fait, là, on laisse libre cours à l'enfant, au fait, de découvrir au fait ces textures et découvrir la partie du visage, enrichir le vocabulaire, développer une motricité, voilà, et à travers le pinceau, en le faisant passer sur la peau, etc. Donc il va découvrir cette sensation. Voilà, c'est une activité très intéressante. C'est magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas eu d'enfants sur le plateau pour pouvoir leur faire de beaux dessins comme ça, ou carrément dans un atelier. On aura peut-être l'occasion de le faire pour un reportage. Oui, pour les vacances. Une autre fois. Voilà. Et pour finir donc l'atelier, il est très important également on se prémunit d'un gant de toilette donc mouillé qu'on donne toujours à l'enfant pour pouvoir se démaquiller. C'est important qu'il fasse cette action-là pour un petit peu le retour à la réalité. D'accord. Voilà, pour permettre le retour